Un jour, un aiglon nouveau-né tomba de son nid avant le temps. Une tétra des prairies bienveillante l'aperçut et l'amena chez elle pour le soigner. Jour après jour, en compagnie de ses frères et sœurs adoptifs, l'aiglon adopta les comportements des tétras des prairies, picorant dans la terre et sautillant ici et là sur deux pattes. Il lui arrivait parfois d'observer des oiseaux magnifiques et majestueux qui volaient et planaient gracieusement dans les cieux, leurs puissantes ailes déployées. Oh, comme il aurait aimé être comme eux! Quelque chose en lui faisait en sorte que ses espoirs et ses rêves étaient tournés vers le ciel. Mais, hélas, pensait-il, je ne suis qu'un tétra des prairies, picore dans la terre, et je ne peux rien y changer. Prisonnier de ses propres convictions, l'aigle ne déploya jamais ses superbes ailes, qui lui auraient permis de planer dans le ciel comme le voulait son destin. Il vécut et mourut comme un tétra des prairies, même si, en réalité, il était l'oiseau le plus majestueux et le plus puissant jamais créé. La fable de l'aigle des tétras des prairies, le potentiel perdu et le fait de croire ce que les autres pensent de vous, revit dans la plupart des relations entre les Autochtones et le reste du Canada. Les premiers Européens sont arrivés en Nouvelle-Écosse il y a 400 ans. Cependant, des découvertes archéologiques permettent de croire que les ancêtres des Mi'kmaq y vivaient il y a plus de 11 000 ans. Depuis leur premier contact, ou presque avec les Européens, les Mi'kmaq ont été marginalisés et délibérément assimilés, leur culture, leur langue et leur spiritualité effacées. Fait encore plus horrible, les historiens pensent que jusqu'à 80% de la population autochtone de la côte Est a été décimée dans les 10 ans qui ont suivi l'arrivée de Champlain, après avoir été exposée aux maladies européennes, c'est-à-dire 80% des chasseurs, 80% des parents et des aînés et 80% des enfants. Telles ont été les conséquences de ce contact sur la communauté Mi'kmaq. Aujourd'hui, après des siècles de dépendance forcée, les Mi'kmaq comprennent qu'en redécouvrant leur culture et leur langue traditionnelle, ils peuvent participer plus activement à la société canadienne. Mais tout cela arrive en même temps. Beaucoup d'entre nous ont compris, en examinant ce qui est arrivé dans le passé, que pour réussir, pour progresser, nous devons faire les choses à notre manière. Nous devons retrouver notre propre philosophie culturelle et nous devons nous en servir. Joe B. Marshall. Son histoire est une histoire courante chez les Mi'kmaq. Devenu orphelin en bas âge, il fut élevé dans un foyer chaleureux, puis forcé de vivre dans un pensionnat pendant 5 longues années. Déterminé à poursuivre ses études, il est devenu avocat et directeur général de l'organisme qu'il a aidé à fonder, l'Union des Indiens de la Nouvelle-Écosse. Nous avons été marginalisés. Nous avons été rejetés de cette société, de tous les volets de cette société, à commencer par l'éducation. On entend souvent les gens parler du traitement qu'ils ont reçu dans les écoles provinciales. Cela explique en partie, en grande partie, nos échecs en éducation. Si vous considérez ceux qui terminent leurs études secondaires et qui vont à l'université comme des exemples de réussite, je veux dire qu'il n'y a pas seulement des barrières philosophiques, culturelles et linguistiques. Nous essayons de faire toutes ces choses et de parler une langue différente, mais cela n'a jamais été pris en considération dans ces écoles. Personne n'a essayé de s'en servir pour nous aider à réussir et aller plus loin. As I was putting my hands up to the Creator, giving thanks. Par où commencer? L'éducation. Comment les Mi'kmaq pourront-ils avancer s'ils ne sont pas instruits et fiers de leur propre culture, et s'ils ne sont pas sensibilisés
à la société nord-américaine. Les affaires. Ils veulent développer des économies durables dans les 13 petites communautés isolées de la Nouvelle-Écosse. La spiritualité. Ils veulent redécouvrir ce qui les distingue dans ce mélange de croyances amérindiennes et de foi catholique. L'amélioration des soins de santé. Les statistiques indiquent que la santé des Autochtones est en moyenne 10 fois pire que celle de la population canadienne en général. Joby résume le combat. En réalité, nous nous poussons pour avancer, tout en nous traînant les pieds. C'est assez difficile à faire. Nous sommes au Canada aujourd'hui. Beaucoup de temps s'est écoulé et nous sommes tous tournés vers l'avenir. Les Mi'kmaq en sont conscients et ils emboîtent le pas. Oublions les stéréotypes. De nombreux Mi'kmaq accomplissent des choses remarquables. Les gens s'efforcent d'améliorer la situation pour eux-mêmes et pour leur communauté. Ils prennent les choses en main et ils accumulent les réussites, un projet à la fois. Prenez l'exemple d'Escasoni, la plus grande réserve de la Nouvelle-Écosse située sur les berges du lac Brador au milieu de l'île du Cabreton, où vivent 3100 Mi'kmaq. L'éloignement d'Escasoni lui procure finalement un avantage. Ces écoles communautaires offrent un excellent programme linguistique en Mi'kmaq, des cours d'immersion en première, deuxième et troisième année. On y trouve un nouveau supermarché, des trottoirs, une industrie de pêche émergente et un établissement de recherche. Il y a même une radio communautaire. Le centre comprend une pharmacie et des salles d'examen et offre des programmes de soins intégrés. Il facilite l'établissement de ponts dans la communauté, s'attaquant directement aux horribles statistiques sur la santé des Autochtones. Il est 10 heures. Le docteur Luli Rafchi et l'infirmière Barb McNeil effectuent les visites à domicile de la semaine. Aujourd'hui, ils visitent Dr. Granny, comme on l'appelle dans la communauté. Leur travail est personnalisé et consciencieux. Pour la majorité d'entre nous, les visites à domicile sont inhabituelles, mais pas pour les membres de la Première Nation d'Escasoni. Ces personnes s'organisent entre elles et elles ont adopté une nouvelle approche en matière de soins de santé, l'initiative Dwegan, un programme de santé intégré. La visite du médecin peut inclure une consultation avec une nutritionniste ou une infirmière de la clinique pour diabétiques. Sharon Rotherham est la directrice du Centre médical d'Escasoni. Je pense que la nouvelle approche des soins aux patients adoptée par le centre médical est plus interdisciplinaire ou multidisciplinaire. Lorsqu'un patient consulte un médecin de famille, par exemple, il peut être référé à la nutritionniste ou à l'infirmière de la clinique pour diabétiques. Les patients peuvent profiter des autres services offerts par le centre. Les intervenants travaillent en collaboration avec le médecin pour offrir les meilleurs soins possibles. Les choses doivent changer. La situation est désolante. Prenez au hasard une statistique sur la santé des Canadiens. Multipliez-la par 10 et vous aurez un aperçu réaliste des problèmes de santé dans la communauté autochtone. Les maladies cardiaques, le diabète, les problèmes respiratoires, le suicide. Tous les problèmes de santé sont 10 fois pires chez les Autochtones. Malgré tout, Sharon perçoit une lueur d'espoir dans ce plan. Notre modèle de soins de santé permet à nos médecins de travailler à contrat. Ils sont considérés comme des médecins salariés. Ainsi, je pense que les provinces et les centres de santé communautaires continueront de promouvoir notre façon de dispenser des soins. Nous espérons que de plus en plus de médecins récemment diplômés s'intéresseront à ce modèle. Au cœur de cette histoire se trouvent deux femmes, Lita Bernard et Carrie Paul, deux travailleuses en service social et santé mentale d'Escasoni. Elles ont constaté des besoins et elles ont agi. Nous voulions tenter de faire quelque chose. Finalement, nous avons élaboré un plan d'ensemble, puis tous les programmes ont été personnalisés en fonction du groupe, de ses besoins uniques. Il peut sembler étrange de montrer aux gens à devenir parents. Nous avons tous entendu parler des pensionnats
et des torts qu'ils ont causés aux enfants autochtones. Ces torts ont été transmis de nombreuses façons aux générations successives d'enfants Mi'kmaq. S'il est vrai que nous apprenons de nos propres expériences, alors les enfants des pensionnats ont appris qu'il faut donner des corrections avec des lanières de cuir et maintenir une discipline sévère sans amour, tendresse, réconfort ni lien affectif. Trop souvent, c'est exactement ainsi qu'ils ont élevé leurs enfants. Carrie Paul a été élevée dans une famille dysfonctionnelle et elle était déterminée à trouver une autre façon de faire, à offrir à ses enfants l'amour qu'elle n'avait pas reçu durant son enfance. Ce qui m'a manqué lorsque j'étais enfant, c'était l'affection et l'amour, des sentiments très importants pour moi. Je savais qu'un jour j'aurais des enfants et que je ferais en sorte qu'ils ne vivent pas la même chose. Si je peux aider le reste de la communauté, c'est une récompense suffisante pour moi. Je trouve que nous deux ensemble, c'est un peu comme d'où je viens, une longue ligne de culture et de tradition, tandis qu'elle, ses racines viennent du pensionnat. Nous avons construit un pont et notre pont, c'est le programme d'éducation des enfants. Un matin de semaine, une petite salle de conférence au Centre de santé mentale d'Escasoni. Le programme d'éducation des enfants est le fruit de 2 ans d'essais et d'erreurs par Lita et Carrie. Ils ont élaboré un programme spécialement pour les Autochtones. Elles insistent sur la confidentialité. Ce qui se dit durant les ateliers reste dans la salle. La confiance est très importante. Toutes les classes sont remplies et tous les cours sont pleins. Okay, guys, welcome to our program. Peu importe les circonstances personnelles, personne ne veut être un mauvais parent. Les parents se fient à leur instinct pour élever leurs enfants, mais des parents ont perdu cet instinct à cause des pensionnats et à cause d'autres influences au sein des communautés. Ils essaient de le retrouver grâce au programme d'éducation des enfants. Votre attention, s'il vous plaît. Nous allons former des groupes. Vous allez discuter des gestes positifs et négatifs que vous faites en tant que parents. Les aimer, s'en occuper. Mes enfants font leur lessive, pas les 2 plus jeunes, mais les 2 plus vieux. Lorsque vous suivez le programme, vous apprenez à écouter vos enfants et à discuter avec eux. Ça a été positif pour moi. Ce serait alimenter le côté négatif. Parce que vous dites « je m'excuse », mais il ne comprend pas. Il ne sait pas que vous avez dit « je m'excuse ». Ah, oui, oui. Un jour, une mère expliquait qu'elle avait de la difficulté à manifester de la tendresse envers son fils. Et moi, je comprenais parfaitement ce qu'elle racontait. Et je me suis dit, j'étais comme ça. Je suis cette personne. Et ça m'a pris... C'était tellement difficile pour moi. J'ai un beau-fils de 19 ans. J'étais incapable de le serrer dans mes bras. J'en étais incapable jusqu'à ce qu'il termine ses études l'an dernier. Il m'a fallu tout ce temps pour le serrer dans mes bras. Ça a été un moment chargé d'émotions parce qu'il était attendu depuis 16 ans. J'ai un enfant de 5 ans. J'étais incapable. J'ai montré tellement d'amour à cet enfant. Je ne pouvais pas le garder dormir. Je commençais à pleurer parce que je pensais à toutes les fois où j'aurais voulu qu'on me regarde ainsi quand moi j'étais petite. Nous avons des thérapeutes, des conseillers, des psychologues. C'est en travaillant avec tant de personnes merveilleuses que nous sommes devenus qui nous sommes. Moi, je travaille et j'ai 4 enfants. En entendant les commentaires des autres parents, je me rends compte que je ne suis pas seule et que d'autres peuvent m'aider. Nous avons besoin d'un représentant par groupe. Notre geste positif, c'est de féliciter nos enfants, de les serrer dans nos bras et de jouer avec eux. Ce qui n'est pas bien, c'est de dire à votre enfant que vous allez le punir puis ne pas le faire. C'est une manque de détermination.
Crier après les enfants, briser ses promesses. Il ne faut pas écouter ou prêter attention lorsqu'ils font des crises et qu'ils hurlent. Respectez ces enfants, parce que si vous les respectez, ils vous respecteront. Notre geste négatif, c'est de crier après les enfants. Parfois, on crie sans raison et aussi se disputer devant les enfants parce qu'ils feront la même chose. Il faut aimer ce qu'on fait. Et je suppose que c'est notre cas. Ça nous apporte beaucoup et nous sommes passionnés, prêts à affronter tous les défis. Nous avons toujours été comme ça. L'Acte des Sauvages de 1876 a donné le contrôle et la responsabilité des Autochtones au gouvernement du Canada. Aujourd'hui, 13 Premières Nations vivent dans 42 réserves en Nouvelle-Écosse. Cette situation résulte d'un plan instauré en 1942 par les gouvernements en vue de regrouper les Mi'kmaq dans de petites réserves isolées, souvent sur des terres pauvres, éloignées de la population générale et des établissements de santé et d'enseignement. Après avoir créé des problèmes d'isolement et de dépendance, les gouvernements sont revenus pour apporter de l'aide. On leur a servi la pauvreté sur un plateau d'argent, une dépendance totale sans jamais assez de ressources. Seuls Membertou, Millbrook et Acadia vivent dans des zones urbaines. Membertou a même été déplacé des rives de Sydney vers une colline rocheuse et désolée surplombant la ville. Mais on y trouve maintenant un centre de congrès occupé avec un restaurant spécialisé dans les grillades. Le centre de jeux de Membertou, qui dessert le Cabreton et l'Est de la Nouvelle-Écosse. Des alliances conclues avec diverses multinationales grâce à sa certification ISO reconnue à l'échelle mondiale. De nombreux habitants de la Nouvelle-Écosse reconnaissent cette icône familière. Le légendaire Glooscap surplombe un parc commercial prospère et un centre culturel, le long de la route 102, dans la réserve de Millbrook, près de Truro. Ce centre a pris de l'expansion grâce à un théâtre multiplex, une ferme aquacole et un centre d'appel. Sur les terres de réserve de Cole Harbour, près de Shearwater, Millbrook construit un établissement de haute technologie pour le nouveau programme d'hélicoptères du Canada. Ces projets ne sont que des exemples de réussite commerciale autochtone dans la région. Mais que peut-on faire pour aider les communautés rurales? Comment arriveront-elles à créer des emplois et des entreprises durables? Le jugement de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Marshall est peut-être la solution. Il a donné aux Mi'kmaq l'accès aux pêches et aux habitants des petites communautés des emplois près de chez eux. Les Mi'kmaq croient fermement que les traités signés de bonne foi des centaines d'années passées sont pertinents aujourd'hui. Joby Marshall voit plus loin que les pêches. Les décisions des tribunaux ont confirmé les droits, mais ils affirment que les Mi'kmaq ne veulent pas retourner devant les tribunaux. Aujourd'hui, les Mi'kmaq veulent négocier. Beaucoup d'entre nous avons de tels espoirs. Les 13 chefs de la Nouvelle-Écosse espèrent réaliser ces espoirs. Ils comptent négocier une industrie de la pêche qui appartiendrait aux Mi'kmaq, qui serait gérée par les Mi'kmaq. Owned and managed by Mi'kmaq people. With Mi'kmaq people being involved every Ils veulent step que les of the Mi'kmaq way. participent à toutes les étapes, à tous les aspects de l'industrie. Pas seulement à la prise du poisson sur les bateaux, mais à sa transformation et sa mise en marché. Working on boats to catch the fish, but working in the processing and marketing of the catch. Les pêcheurs de homards quittent les ports de la Nouvelle-Écosse à l'aurore pour monter leur casier. Ces petits entrepreneurs apportent une contribution précieuse à leur communauté. La pêche au homard est une industrie de 355 millions de dollars par année en Nouvelle-Écosse. Doug Howe est un Mi'kmaq qui vit dans un site satellite de la réserve de Millbrook à Sheet Harbour, sur la côte est de la Nouvelle-Écosse. Ce matin, il est pressé. Ce matin, je devais d'abord m'occuper du câble extérieur pour le mettre à l'abri du mauvais temps. Il fera mauvais demain.
On se place au-dessus pour que la corde arrive à la proue du bateau. Il l'attrape avec le garrot, la tire vers la coque et on tire. Il faut la nettoyer, sortir les vieux homards et les remettre à la mer. Prendre les autres homards. Pendant que je place les élastiques, il remet des appâts dans le casier, trouve un autre endroit et lance le casier par-dessus bord. Puis, on passe au suivant. La première saison, nous avions 4 ou 5 homards par casier. Aujourd'hui, c'est 1 ou 2 à chaque 2 ou 3 casiers. J'ai quitté l'école secondaire et j'ai travaillé dans la construction pendant environ 6 mois. Puis, j'ai suivi quelques cours et j'ai commencé à pêcher. Ça fait maintenant 6 ou 7 ans, au moins 3 ans à mon compte. Le père de Doug voyageait à travers les maritimes, travaillant de la construction pour faire vivre sa famille. John Howe n'a presque jamais été là pour ses 7 enfants. Doug a la chance de vivre différemment. Oui, la vie sera meilleure pour Dougie ici, avec la pêche. Il fera beaucoup plus d'argent que nous. Nous étions obligés de voyager entre ici et Halifax pour travailler. J'ai travaillé dans la forêt, j'ai creusé des fossés le long des routes. C'est beaucoup mieux maintenant. Doug sera à la maison pour le souper après une longue journée en mer, grâce en partie à l'arrêt Marshall. Le jugement de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Marshall en 1999 a confirmé que les traités de 1760 et de 1761 accordaient aux Mi'kmaq un droit communautaire de pratiquer la chasse, la pêche et la cueillette à des fins de subsistance convenables. Personne n'était préparé aux conséquences. La décision a suscité de la confusion, des protestations et de la violence, notamment lors de cet incident en août 2000 à Burnt Church, au Nouveau-Brunswick. La décision du tribunal a forcé le gouvernement fédéral à agir et à mettre en œuvre un programme sans précédent, d'une durée de 4 ans, pour former, équiper et doter les Premières Nations de la côte Est de permis. Pour Millbrook, cela signifie une industrie de la pêche durable quasi instantanée. 50 permis de pêche à la palude, au homard, au crabe de neige et pour la pêche de fond. Et 60 emplois de pêcheurs, de capitaines ou de matelots pour la Première Nation. Cela n'a pas été facile pour Adrian Glaude, gestionnaire de la Millbrook Fishery, mais c'est un excellent début. Dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé, surtout cette année en 2006. La majorité de nos permis appartiennent à des capitaines autochtones formés dans les dernières années. Nous avons pris le temps qu'il fallait. Le chef et le conseil se sont assurés que ces personnes étaient prêtes avant de prendre la responsabilité d'un bateau. Cette année, ils nous ont prouvé qu'ils étaient prêts, et ils se le sont prouvés également. La famille Howe perpétue une tradition datant de plusieurs siècles. Les Mi'kmaq passaient la plus grande partie de leur vie à pêcher. Les historiens expliquent que la chasse et la trappe étaient surtout pratiquées pour fabriquer des vêtements et un peu de nourriture, mais que les fruits de mer dominaient l'alimentation. Ils furent les premiers Highliners de la Nouvelle-Écosse, et maintenant, ils sont de retour sur l'eau. D'excellents capitaines non autochtones et des gens de la communauté nous ont enseigné, surtout dans le Golfe. Tout le monde là-bas nous a aidés à montrer aux capitaines autochtones ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Même chose pour la pêche au thon. Nous avons eu beaucoup d'aide des équipages de Mabou. Toutes nos réussites dans le domaine de la pêche sont attribuables à une communauté ou à un groupe non autochtone. Doug et son père pêchent au large de Sheet Rock, à l'embouchure de Sheet Harbour dans le district 32. La saison de pêche au homard est courte, soit du 19 avril au 20 juin. Les pêcheurs sont payés à salaire, jusqu'à ce qu'ils soient qualifiés pour prendre la responsabilité d'un bateau et obtenir un permis, mais pas de salaire pour les Howe. Doug est maintenant un capitaine à part entière. Il loue le Never Ready et un permis de pêche au homard de 250 casiers de la Millbrook Fisheries. L'attirail de pêche lui appartient. Lui et son père travaillent de longues journées lorsqu'il fait beau, sachant qu'ils conserveront l'argent qui restera lorsque les paiements mensuels de location et les dépenses auront été payés. Ils commencent à faire des profits et Adrian est impressionné par l'éthique de travail des Howe.
Ils avaient une très bonne éthique de travail avant l'arrêt de Marshall. Beaucoup de mes employés ont eu besoin d'aide à cet égard. J'ai su immédiatement que Doug deviendrait capitaine, qu'il réussirait en raison de l'éducation qu'il a reçue de son père. Il sait se mettre au travail. Tout le monde sait que la pêche au homard comporte des hauts et des bas, et c'est un travail très difficile, mais que c'est une belle vie. Âgé de 25 ans, Doug devrait avoir une vie productive. Ce n'est pas du tout comme couper du bois. C'est un peu plus facile pour le dos. Il n'y a pas de mouches. Il y a plus d'argent. Une très bonne année, sauf pour la météo. Je n'ai pas vraiment eu de problème avec le bateau cette année. La vie est très ardue, très difficile pour les pêcheurs. Mais je sais qu'ils en retirent beaucoup à la fin. Et je crois que nos pêcheurs s'en rendent compte maintenant parce qu'ils sont très fiers de ce qu'ils ont accompli. La spiritualité autochtone. Les Mi'kmaq interprètent différemment l'histoire et les valeurs traditionnelles. La culture des Mi'kmaq est très axée sur la spiritualité. Dans notre culture, beaucoup d'éléments sont liés à la spiritualité et je pense que nos membres commencent à en être plus conscients. Lorsque nous avons été convertis au catholicisme, nous n'avons pas abandonné nos croyances, notre spiritualité, nos coutumes. Nous les avons conservées. Voici Todd Labrador, un conseiller de la Première Nation Mi'kmaq Acadia, dans une forêt de la Nouvelle-Écosse. Il monte un canot d'écorce qu'il a fabriqué. Cet unique savoir-faire est maintenant en demande partout au monde. L'année dernière, il a passé 2 semaines à construire un canot à Paris. Todd croit en la spiritualité autochtone et il respecte les anciennes coutumes. Nos membres croient que toutes les choses ont un esprit. Un caillou, un arbre, une plante. Parfois, nous utilisons un caillou pour créer un objet. Alors, pour nous, ce caillou est comme un cadeau du Créateur de la Terre. Mais avant d'utiliser cet objet, nous demandons la permission. Il semble aller de soi que Todd adhère aux enseignements de ses ancêtres, mais il n'en a pas toujours été. Il a fait un long périple depuis ses escapades de jeunesse jusqu'à la Première Nation Acadia et la réserve de Wildcat au fond des bois, près du parc national Kejimikouji. Nous avons toujours cru que pour savoir où nous allons, nous devons savoir d'où nous venons. Parce que si nous ne savons pas d'où nous venons, nous serons perdus, peu importe où nous allons. Je me souviens des difficultés, nous n'avions pas grand-chose, mais nous étions heureux. J'ai rencontré beaucoup d'obstacles durant ma vie, mais j'ai toujours été très heureux de savoir que j'étais un Mi'kmaq. Vous savez, lorsque nous allions à l'église, c'est ce que l'on apprenait. Je dois faire preuve d'ouverture d'esprit. Vous savez, je dis, ce sont vos croyances et vous y avez droit. Mais mon église, elle est tout autour de moi, dans la forêt, partout. Les racines autochtones sont profondes dans cette région de la Nouvelle-Écosse. C'était une voie navigable naturelle, de l'Atlantique à la formidable rivière Mersey, par la chaîne de lacs du parc Kejimikouji jusqu'à la baie de Fundy, puis le Nouveau-Brunswick, le Maine et le reste du monde. Les Mi'kmaq étaient des voyageurs et des commerçants, ouverts aux nouvelles idées et aux nouvelles rencontres. Tout semble indiquer que les Mi'kmaq se rendaient jusqu'au Mississippi, notamment pour commercer. Au plan politique, c'était un lieu de rencontre important pour la Confédération Wabanaki. Ici, la connexion spirituelle est profonde. Le parc Kejimikouji renferme près de 60 sites archéologiques Mi'kmaq et des traces de vie datant de plusieurs siècles ont récemment été décelées dans la rivière Mersey.
Pour nous, cet endroit est sacré. C'est ici que l'on trouve la plus importante concentration de pétroglyphes de l'Est de l'Amérique du Nord. Notre peuple n'avait aucune langue écrite. Notre culture était orale. Cet endroit est vraiment unique parce que notre peuple y a inscrit quelque chose. Et c'est dans ces rochers qu'ils ont gravé. Todd Labrador connaît bien cet endroit. Il s'agit d'un site mondialement connu pour ses pétroglyphes mi'kmaq gravés dans les rochers du lac Kejimkujik dans le parc. Son père, le chef Charles Labrador, était un interprète réputé de ces dessins. Mon père disait toujours que nous croyons que certaines images sacrées qui ont été gravées dans les rochers de cet endroit, que l'on appelle aujourd'hui des pétroglyphes, sont une version écrite de notre histoire. Les gens disent « Vous n'avez pas d'histoire écrite », mais nous répondons « Eh bien oui, nous en avons une. Elle a été écrite dans les pétroglyphes. » Et nous commençons à réapprendre à les interpréter. Certains sont très difficiles à voir, mais il y en a un, juste ici, qui est assez facile à voir. Il y a une main ici, une petite main. Lorsque ces images ont été photographiées, elles ont été tracées avec une substance blanche qui ressemblait à de la craie. Ici, on voit qu'il en reste un peu. Et cette image ici, c'est un navire à voile. Le fond du bateau est ici et la coque serait en bois. L'avant est ici et il y a quelques voiles. Il y a une voile ici et une autre plus petite ici. Même chose ici. Les mâts sont là. C'est difficile à voir. Vous pouvez apercevoir quelques graffitis. Plusieurs des images sont difficiles à expliquer. Mais une scène comme celle-ci est très facile à interpréter. Il s'agit d'une scène de chasse. Il y a un canot, deux silhouettes, et à l'avant, on voit une baleine. Notre peuple chassait la baleine dans un canot d'écorce. Un jour, Dame Nature reprendra ces images ou elles s'effaceront. Mais c'est le processus naturel. Nos aînés disent que ce qui doit arriver, arrivera. Pendant presque toute sa vie, Todd a vu son père tenter de créer une réserve dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Il y avait peu d'argent, mais la fierté et la spiritualité abondaient. À l'école, on essayait tant bien que mal de faire comme les autres. On regardait la télévision et on y voyait des cowboys et des Indiens. Et qui étaient les vainqueurs? Jamais les Indiens. C'était difficile de dire à voix haute qu'on était des Mi'kmaq. Pour certains, c'était difficile parce qu'ils étaient traités différemment, avec mépris. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont fières. Cela fait partie de notre héritage. Et oui, j'en suis fier. C'est une culture extraordinaire que nous sommes heureux de découvrir et de partager. Je pense qu'il faudrait peut-être que nos membres soient plus visibles. Certains traités et certains accords feront surface et nous allons découvrir que nous avons des droits. Oui, nous avons des droits. C'est ce que je crois. Je pense que ce que nous voulons, c'est trouver une solution qui nous permettra de travailler ensemble. Now, this is sort of my own personal belief, but I think that what we want to do is to find a solution where we can work together. Mon père disait que lorsque les premiers bateaux ont accosté ici, nos ancêtres Mi'kmaq ont accueilli les étrangers à bras ouverts. Nous avons encore les bras ouverts. Welcoming the newcomers. Well, we still have our arms open. Cette ouverture caractérise la ronde de négociation actuelle. L'histoire semble indiquer que les Européens considéraient parfois les traités comme un moyen ponctuel et éphémère de régler les conflits du moment. Lorsque la crise était passée, le traité pouvait être ignoré. Les Mi'kmaq pensent le contraire. Les traités de paix et d'amitié signés au milieu des années 1700 sont des documents juridiques encore valides aujourd'hui.
Ils comprennent que la situation d'aujourd'hui est complètement différente, mais ces enjeux doivent être réglés. Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse ont accepté de négocier. Pour la première fois depuis plus de 2 siècles, les 3 parties discutent des questions liées aux droits et aux traités. Il y a beaucoup de souffrance, de colère et d'amertume. C'est comme ça. Si nous continuons d'être en colère, nous allons nous rendre malades. Je ne peux pas vous en vouloir pour ce que vos ancêtres ont fait. En signant la loi constitutionnelle de 1982, le premier ministre Trudeau et la reine Élisabeth ont rendu les négociations nécessaires et le changement inévitable. L'éducation, finalement transférée aux Mi'kmaq en 1997, est considérée comme étant cruciale pour l'avenir des Autochtones. Dans le domaine de l'éducation, de plus en plus de communautés ont pris en charge leurs écoles, de même que l'éducation de leurs enfants. Je pense que c'est un avantage énorme, une importante réussite. Je pense que nos communautés sont de plus en plus nombreuses à se rendre compte qu'elles doivent protéger leur langue et protéger leur culture. Their language, they have to protect their culture. Dans toutes les sphères de notre société, des personnes ordinaires font des choses extraordinaires. Sœur Dorothy, une sœur catholique de la congrégation de Sainte Martha à Sydney, est l'une de ces personnes. With conviction and determination, Dorothy Moore has championed the Mi'kmaq Nation. Dorothy Moore est une Mi'kmaq, un officier de l'Ordre du Canada et de l'Ordre de la Nouvelle-Écosse, une pédagogue, une théoricienne et une activiste hautement respectée. Une institutrice l'a déjà traitée de stupide idiote. On lui a dit de retourner chez elle parce qu'elle ne ferait jamais rien de bien, de quitter l'école pour aller laver des planchers. Les commentaires de ce genre peuvent détruire un enfant. Chose certaine, Sœur Dorothy ne les a pas oubliés. On m'a demandé « À quoi pensiez-vous lorsque vous avez reçu l'Ordre de la Nouvelle-Écosse? » J'ai répondu « Vous voulez vraiment savoir ce qui m'est venu à l'esprit? Que je n'étais pas une stupide idiote. » C'était ce à quoi j'ai pensé. C'était le moment marquant. Cette petite fille déterminée, éveillée, a atteint des sommets élevés. Ce que l'on voit tout de suite chez cette femme, c'est sa spiritualité. Un mélange de croyances Mi'kmaq solidement ancrées et une profonde foi catholique, et son énergie et son intelligence. Sœur Dorothy a enseigné à des étudiants, des professeurs, des éducateurs et des politiciens. À 73 ans, elle travaille encore comme conseillère en éducation pour la Première Nation de Membertou. C'est une conférencière en demande. Nous l'avons rencontrée pendant l'été à une conférence spéciale à l'Université St. Francis Xavier, organisée pour des enseignants poursuivant leurs études supérieures. Joanne Tompkins, professeure de l'Université St. FX, fait des présentations. J'ai toujours aimé travailler avec Sœur Dorothy. J'ai toujours senti que ses paroles nourrissaient mon âme, mais elle me lance également des défis intellectuels. C'est un honneur de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Je ne connais personne qui a fait une si grande différence dans nos vies, qui a autant touché les gens que Sœur Dorothy Moore. Bienvenue, Sœur Dorothy. Merci, Joanne. C'est un privilège de m'adresser à vous aujourd'hui. Je suppose que la majorité d'entre vous êtes des enseignants? Tous? Excellent. Imaginez un moment les changements que nous apporterons à l'éducation. Wow! Sœur Dorothy a commencé sa carrière d'enseignante en 1958 dans de petites écoles de Tracadie, du Cabreton et de l'Alberta avant de revenir à l'Université St. Francis Xavier pour obtenir son baccalauréat en éducation. C'est à ce moment qu'on lui a demandé d'enseigner à Eskasoni. Cette première journée a changé sa vie.
Ma première journée à Eskasoni, j'ai reçu une terrible nouvelle. J'ai appris que mon père avait eu une crise cardiaque massive et était décédé. C'était ainsi que j'ai fait mes débuts à Eskasoni. Cela a eu un effet significatif. Il a fallu que mon père meure pour que je réalise ce que ça signifiait d'être Mi'kmaq. Il était si fier de son héritage de Mi'kmaq. Il était aussi très fier de sa langue, de sa culture et de ses traditions. Et il nous encourageait à les découvrir. Quand je suis revenue de l'Alberta, où je n'avais pas parlé la langue depuis environ 2 ans, et je ne la parlais plus couramment. Puis je suis arrivée à la maison. J'étais si fière d'y être. Pas plus de 10 minutes après mon arrivée, mon père a dit, « Tu es maintenant sous mon toit. Parle notre langue. » J'ai éclaté en sanglots parce que j'en étais pas capable. J'ai dit, « Donne-moi du temps, juste un peu de temps. » Et j'ai réussi. Certaines des choses qui l'encourageaient méritaient. Cela méritait parce que je me demandais qu'est-ce que ça voulait dire d'être Indien. Ça voulait rien dire. Ça voulait absolument rien dire pour moi parce que ça faisait mal d'être Indien. Et à cette époque, avant même d'aller en Alberta, je pouvais le cacher. J'avais l'habitude de porter un habit. Je pouvais me cacher. Personne ne savait qui j'étais. Et c'était parfait comme ça. Nobody would know who I was. And that was fine. Mais quand mon père est mort, c'est comme si quelque chose s'était ouvert en moi. À partir de ce moment, j'aurais voulu continuer à faire la promotion de ma langue, de mon histoire. Je voulais être indienne, je voulais être Mi'kmaq, je voulais être tout ce que mon père était. Ses valeurs. Je voulais toutes les adopter. J'ai vécu au pensionnat. J'avais 9 ans lorsque je suis allée. J'étais en 3e année. Je ne parlais pas anglais. Je n'étais pas capable de former des phrases de quelques mots. Disons que je comprenais un peu. Je me souviens de ma toute première journée dans la classe de 3e année lorsqu'on devait apprendre à diviser. J'étais incapable de comprendre ce que ça voulait dire. Je ne comprenais pas le professeur et à chaque fois que je me trompais, j'étais frappée sur les doigts avec le côté d'une règle jusqu'à ce que mes mains soient toutes meurtries. Ensuite, on m'a envoyé au tableau et j'étais frappée à la tête à chaque erreur commise. Une suite d'erreurs, les unes après les autres, pour la simple raison que je ne comprenais pas. Les premières années de Dorothy Moore à l'école ont été marquées par l'incompréhension, l'impatience et les insultes des enseignants. C'est ce qu'elle retient de ses 6 ans au pensionnat. En 8e année, elle fut la première Mi'kmaq à s'inscrire dans une école publique de Sydney. La 8e année fut merveilleuse. Son professeur était une religieuse qui allait changer sa vie. Mais la 9e année fut tout à fait différente. 2 de mes professeurs étaient très racistes. Et comme je vous l'ai dit, j'avais peur. Dès que je sentais qu'il se passait quelque chose entre une enseignante et moi, j'avais très peur et je n'apprenais rien. Ce jour-là, je n'avais pas fait mon devoir parce que je ne savais pas comment paraphraser un poème. La religieuse m'a demandé de venir à l'avant. À cette époque, il y avait une plateforme et l'enseignante restait toujours à l'avant. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a voulu me toucher et que j'ai renversé la petite table en reculant. Je suppose que ça l'a mise en colère et elle m'a dit, « Tu vois cette porte? Retourne chez toi. Retourne à la forêt d'où tu viens. Je ne veux plus jamais te voir ici. » Je suis retournée à la maison.
Mes parents, bien entendu, parce qu'ils ne voulaient pas que je fréquente l'école publique, m'ont dit « Nous t'avions prévenu. Tu n'es pas à ta place là. Maintenant, va travailler pour subvenir à tes besoins. » Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un emploi en ville dans une buanderie. Mais cette religieuse qui m'enseignait en 8e année m'a contactée plusieurs mois après. Et elle m'a demandé si je voulais retourner à l'école, si je voulais continuer. Je lui ai répondu que oui. Elle m'a alors dit qu'elle s'arrangerait pour que j'aille à Mabou. Il y avait un pensionnat à Mabou. Je suis allée à Mabou et l'année fut extraordinaire. J'étais la meilleure de la classe. Au pensionnat de Shubenacadie, j'étais considérée comme une stupide idiote. Être capable de renverser cette étiquette, d'étudier au pensionnat et d'être la meilleure de la classe fut une véritable redécouverte de moi-même. J'étais capable. Je pouvais réussir. Ce fut les bases de sa brillante carrière et d'une vie spirituelle vouée à l'éducation des enfants par l'enseignement et de sa dévotion aux Sœurs de Saint-Martin. Différents postes, de nombreuses responsabilités et réussites. Toujours championne de sa culture, de son peuple et des enfants en général. Oui, les pensionnats sont des points négatifs dans notre histoire. Je devrais dire un des points négatifs de notre histoire. Pensez à ces enfants qui sont entrés à 6 ans pour en ressortir à 16 ans. À ce que ça signifie. Ils ont perdu leur lien avec leur communauté. Ils ont perdu leur langue. Ils ont perdu leur culture. Et surtout, ils ont perdu leurs racines. Rita Joe était au pensionnat en même temps que moi. Vous avez toutes entendu parler de Rita Joe. C'est une poète talentueuse, très connue. Elle a écrit un poème que je récite souvent. Il s'intitule « J'ai perdu ma langue ». J'ai perdu ma langue, la langue que vous m'avez volée, lorsque j'étais petite fille à l'école de Shubenacadie. Vous me l'avez arrachée. Je parle comme vous. Je pense comme vous. Je crée comme vous. La confuse balade du monde qui est le mien. J'ai 2 façons de parler. Avec les 2, je vous dis, la vôtre est plus puissante. Doucement donc, je vous tends la main. Laissez-moi retrouver ma langue pour que je puisse me révéler à vous. Je pense qu'il s'agit d'un poème très puissant parce que notre voix représente qui nous sommes. Ainsi, la langue est très importante pour nous. La langue poursuit son déclin et je ne sais pas ce que nous pouvons faire pour la raviver. Si nous la perdons, nous ne pourrons pas la retrouver ailleurs. Nous ne pouvons pas aller en France. Nous ne pouvons pas aller en Écosse. Nous ne pouvons pas aller en Tchécoslovaquie, en Hongrie ou dans un autre pays. Parce que notre langue, elle vient d'ici. C'est une grande préoccupation. La conférence d'aujourd'hui portait sur l'inclusion. Même dans les classes où il n'y a aucun élève appartenant à une minorité, les professeurs doivent parler de l'inclusion et l'enseigner. Votre programme reflète-t-il l'histoire, la culture, la langue, les traités et les réalisations des Premières Nations? Même si vous ajoutez seulement des petits éléments. Il suffit de lire les journaux pour savoir ce qui se passe à Membertou, ce qui est fait à Millbrook, ce qui est en cours.
Mais notre peuple doit le faire. Notre peuple doit être celui qui dit « Nous allons prendre un risque. Nous prenons le risque d'élaborer ceci ou d'établir cela. Cela rapporte. » Merci. Certaines personnes surmontent le racisme et l'adversité avec une intelligence et une grâce qui profiteront aux citoyens des générations futures, en éduquant les enseignants et en mettant en pratique sa profonde spiritualité. Sœur Dorothy Moore débute chaque jour par la méditation. Si je n'avais pas le temps de prier, de réfléchir quotidiennement, je ne crois pas que je pourrais fonctionner. Je ne serais pas aussi sereine pendant les réunions. Je ne serais pas aussi utile et éveillée au travail, dans mes loisirs et à l'Église. Je pense que ma vie de prière et ma vie spirituelle sont la clé de mes activités quotidiennes, de ma survie. Je ne pourrais pas m'asseoir ici devant vous en portant le symbole de mes 52 années de vie religieuse. Je ne sais pas. Il faut que cela traduise le fait que c'est authentique, que c'était un appel de Dieu. J'ai répondu et je suis restée. Well, hello. How nice to see you again. Thank you. It's always good to see you. En cette belle journée d'été, Dorothy Moore rend visite à la religieuse qui, il y a 50 ans, a changé sa vie en faisant le nécessaire pour qu'elle fréquente l'école de Mambou. Sœur Anne-Marie McNeil de la congrégation de Notre-Dame. Âgée de 91 ans, elle semble en avoir 20 ans de moins. Une femme intelligente et humble qui a remarqué le potentiel d'une douce et timide Mi'kmaq et qui lui a tendu la main. Vous rappelez-vous de ceci? Après que j'ai quitté l'école, après plusieurs mois, vous m'avez contacté et vous m'avez demandé de venir vous voir. Et vous m'avez donné ça. Je m'en souviens, il y a plusieurs années. 1951. C'était lorsque vous pensiez que vous n'iriez plus jamais à l'école, je pense. Bien, je pensais que j'avais fini l'école parce que je croyais que personne ne voulait que j'y aille. Oui. Ce petit bout de papier, je l'ai reçu de Mère Saint-Joseph de la Miséricorde, qui était votre nom à l'époque, au couvent Angels à Sydney, en Nouvelle-Écosse, au mois de mars 1951. Dorothy Moore, Sydney, Nouvelle-Écosse. En souvenir d'elle, je le conserverai toujours comme un trésor. Regardez comme le papier est jauni. Il est vieux. Oui, je n'avais vraiment jamais réalisé que j'avais... Que vous aviez contribué à mon retour. Oui, oui. Oh oui. Je pense que depuis ce jour, je ne me suis jamais arrêtée. La société Mi'kmaq est en transformation. Les gens prennent des responsabilités et vivent des réussites. Ces réalisations suscitent la fierté. Grâce aux négociations historiques qui sont maintenant en cours, peut-être que notre siècle sera celui où les Mi'kmaq deviendront le peuple d'une nouvelle ombre. J'espère que la société Mi'kmaq, que le peuple Mi'kmaq, pourra prendre de plus en plus de responsabilités, qu'il pourra faire appel à ses philosophies, ses traditions, ses coutumes, sa langue, dans tout ce qu'il fera. Mais tout d'abord, nous devons livrer la bataille de notre éducation. We are called the Mi'kmaq people. We are